Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais commenter et corriger le sujet de sciences de la série professionnelle du brevet 2019. Donc il s'agit du sujet tombé en France métropolitaine. Donc ce sujet était composé de deux parties. Chaque partie correspondait à une discipline et cette année il y avait SVT et physique. Donc c'était un sujet où on pouvait utiliser la calculatrice mais pas le dictionnaire, ce qui est assez courant pour un sujet de sciences. Donc pour la partie SVT, le sujet portait sur la propagation d'une maladie infectieuse telle que la grippe. Et on avait un premier document qui portait sur la grippe saisonnière. On avait donc une affiche qu'on retrouve bien souvent dans pas mal de lieux publics, et on avait un texte qui présentait en fait la grippe saisonnière et qui donnait quelques indications qui seront utilisées pour répondre aux questions. Le deuxième document donnait un graphique qui indiquait la réponse de l'organisme lors d'une vaccination avec l'exemple de la vaccination contre le tétanos. Le document 3 était un document texte qui était en fait un document qui indiquait la gravité de la maladie et pourquoi la vaccination était importante. Ça indiquait également quelques caractéristiques du vaccin qui seront encore une fois utilisées dans les questions. Les questions. La première est à partir du document 1. Donc là, cette question-là ne se basait que sur le document 1. Donc ça limitait un petit peu la zone de recherche et on nous demandait de citer le type de micro-organisme responsable de la grippe et de préciser deux moyens de sa transmission d'un individu à l'autre. Donc, ce que je propose comme réponse, sachant que c'est de la recherche documentaire, donc la formulation peut changer, c'est de dire que le type de micro-organisme responsable de la grippe est les virus. Donc ça, c'est ce qui était indiqué dans le document 1. On disait que c'était des virus qui étaient responsables de la grippe. Alors pourquoi je le mets au pluriel, même si ça paraît un peu bizarre dans la phrase, c'est que il y a plusieurs virus de la grippe et c'était ce qui était dit dans les différents documents. Pour le deuxième point, moyens de transmission, il y en a deux qui sont mis en évidence dans le texte du document 1. Donc le contact avec des objets contaminés et la projection de sécrétions respiratoires. Donc soit être dans la même pièce que quelqu'un qui éternue par exemple en ayant la grippe, moyen de transmission, soit le fait de toucher des surfaces contaminées par le virus et ensuite par exemple de porter les mains au niveau du visage qui pourrait permettre de récupérer la grippe. Pour la question 2, celle-ci, on nous disait à partir des données du graphique de document 2, indiquer ce qui provoque une injection de vaccin dans l'organisme et préciser l'intérêt d'une deuxième injection du même vaccin quelques semaines après. Donc le document 2, c'était le graphique. On avait la première injection qui était ici, et on avait au niveau de la première injection une réponse primaire. Donc c'était ça en fait. Il fallait remarquer que la première injection engendrait la production d'anticorps. Et l'intérêt de la deuxième injection, c'est que ça engendrait une réponse secondaire qui était beaucoup plus importante que la première et qui du coup engendrait une protection plus forte. Donc, au niveau de la formulation, en restant très simple, l'injection d'un vaccin provoque l'apparition d'anticorps. La deuxième injection provoque une plus forte apparition d'anticorps et donc une meilleure protection. On continue avec la question 3. À partir du document 3, expliquer pourquoi il est proposé un vaccin antigrippal différent chaque année.
Donc là, c'était la question qui portait sur le document 3, et dans le document 3, on nous disait qu'il existe des dizaines de sous-types de virus de la grippe. Donc du coup, on propose un vaccin différent chaque année, car les sous-types de virus changent chaque année. C'est ce qui était dit dans le document 3, c'était simplement trouver l'information. La question 4, c'est une question beaucoup plus ouverte. Expliquer en quoi la vaccination et les mesures individuelles de prévention présentent un intérêt collectif pour limiter la propagation d'une maladie infectieuse comme la grippe. Donc, le cœur de la réponse était dans l'idée que moins il y a de personnes contaminées, moins il y a de risque d'être en contact avec le virus. Donc ça, c'est une réponse très courte qui mériterait peut-être d'être un peu plus développée, en expliquant notamment que le fait d'être vacciné va bloquer le virus, puisque si vous êtes vacciné, vous allez avoir une réponse immunitaire contre le virus, et du coup, ne pas conserver le virus en vous et ne pas être contagieux. Et donc du coup, vous ne pourrez pas transmettre la maladie. Et du coup, vous limitez le risque de transmission de la maladie au sein de la population. Et du coup, ça augmente la protection collective. Puisque si vous êtes entouré de personnes vaccinées, même si vous n'êtes pas vacciné, vous avez peu de chances d'attraper la grippe. Donc l'idée était là. Donc pour cette partie SVT, il n'y avait pas de difficulté particulière, c'était essentiellement de la lecture de documents et trouver les informations dans le document. Il n'y avait guère que la question 4 qui nécessitait un tout petit peu de réflexion. Mais encore une fois, une bonne lecture des documents apportait la plupart des éléments de réponse. La partie physique-chimie. C'était la deuxième partie de ce sujet, ça portait sur l'Iron Man. Alors, certains vont être déçus, mais on parlait pas du super-héros Tony Stark, mais plutôt d'un triathlon très exigeant qui porte le nom d'Iron Man. Donc ce triathlon comporte 3 épreuves, 3800 mètres de natation, 180 km de cyclisme et 42 km de course à pied, qui est en gros l'équivalent d'un marathon. Alors, déjà, le marathon, c'est compliqué. Alors, quand on rajoute 3800 mètres de natation, ce qui est quand même assez conséquent, et 180 km de cyclisme, qui est à peu près la même taille qu'une épreuve du Tour de France, ça fait beaucoup. Et justement, c'est ce qu'on nous demande en question 1. Calculer la distance totale parcourue lors d'un Ironman, préciser le calcul effectué sur la copie, et on nous donnait comme donnée 1 km égale 1000 mètres. C'était très gentil. Donc, le calcul à effectuer. C'était 3,8 plus 180 plus 42, ce qui donnait 225,8 km. Alors en fait, on additionnait toutes les distances en n'oubliant pas de convertir le 3800 mètres en kilomètres. Donc cette question-là ne présentait aucune difficulté puisque c'était une addition toute bête, qui avait certes une conversion d'unité, mais on nous donnait la méthode pour la faire avec la donnée 1 km égale 1000 mètres. Donc pas de piège particulier sur cette question 1. Pour la question 2, calculer la vitesse moyenne en km/h d'un triathlète qui effectue l'épreuve en 8 heures. On rappelle que V est égal à D sur T. Alors, on nous donnait la formule. Il fallait se rappeler que V c'était vitesse, D distance c'était temps. En dehors de ça, pas de piège particulier. Alors, bien entendu, il fallait avoir fait la question 1, sinon ça passait pas. Puisque le D c'est le résultat de la question 1, le T c'est donné dans l'énoncé, et la vitesse c'est ce qu'on cherche. Donc du coup, le calcul, 225,8 divisé par 8, ça donnait 28,225 km par heure. Donc là encore, pas de piège, on nous donnait la formule, il fallait simplement suivre le fil de l'exercice. On continue. Là, on se place du point de vue d'un spectateur qui serait immobile au bord d'une route et qui regarde passer un triathlète pendant l'épreuve de cyclisme. Il y a une pastille fixée sur la valve de la roue du vélo. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une valve,
C'est pas grave parce qu'on nous indiquait où c'était. Pour la petite histoire, une valve, c'est à l'endroit où on branche une pompe pour gonfler le pneu. Et on nous proposait en question 3 des propositions pour indiquer la trajectoire de la valve vue par le spectateur immobile au bord de la route. On a les trajectoires A, trajectoire B, trajectoire C. La réponse à choisir, c'était la trajectoire C. Alors pourquoi? Bien tout simplement parce que trajectoire A, il faudrait que le vélo soit immobile aussi, sauf qu'il avance. Et comme il avance et que ça tourne, la roue elle va tourner, elle va toucher le sol et ça va donner l'impression de faire des arcs de cercle, comme en trajectoire C. Cela c'est tout simplement au niveau du point de vue. Le spectateur il ne bouge pas, il est au bord de la route, il regarde le vélo passer qui avance tout en ayant un mouvement de rotation. Donc la seule trajectoire qui pouvait correspondre c'était la C. Pour la suite, on passe sur de la partie un peu plus chimique. Puisqu'on nous dit, avant l'épreuve, le triathlète prépare une boisson à base de vitamine C. La vitamine C, ou acide ascorbique, a pour formule chimique C6H8O6. Et en question 4, on nous demandait de donner le nom et le nombre d'atomes de chaque élément chimique présent dans la molécule de vitamine C. Alors, on a C6, donc 6 atomes de carbone C. H8, donc 8 atomes d'hydrogène H. O6, donc 6 atomes d'oxygène O. C'était tout ce qui était demandé dans la question 4. On avait le tableau périodique qui permettait d'aider. Si jamais vous avez oublié le nom des atomes qui étaient dans la molécule, donc il y avait tous les éléments pour pouvoir retrouver les noms et pouvoir répondre à la question. Ensuite, on nous disait que la vitamine C était disponible en comprimé effervescent. On nous disait qu'il fallait dissoudre un comprimé dans 250 ml d'eau et que le triathlète souhaitait préparer 1 litre de boisson vitaminée. En question 5, on nous demandait de déterminer le nombre de comprimés à dissoudre pour préparer 1 litre de boisson vitaminée et justifier la réponse. En données, on nous disait qu'un litre était égal à 1000 ml. Donc là, ici, il fallait remarquer qu'il fallait un comprimé pour 250 ml d'eau et que du coup, il fallait 4 comprimés pour 1 litre d'eau, tout simplement parce que 1 litre d'eau, c'était 1000 ml. 1000 divisé par 250, ça donnait 4, donc on avait 4 tranches de 250 ml d'eau dans 1 litre. Donc du coup, 4 comprimés, c'était une question de proportionnalité. Donc encore une fois, pas de piège, question qui était relativement simple à condition de bien lire l'énoncé. La question 6, celle-là c'était la question qui nécessitait de réfléchir. On avait un parallèle, à partie SVT, on a la dernière question où il fallait réfléchir, la question 6 de la partie physique, et bien c'est également la dernière question et c'est également une question où on demande d'apporter une réflexion puisque on nous demandait de proposer un protocole que pourrait suivre un chimiste pour préparer la boisson vitaminée du triathlète. On nous demandait de détailler les différentes étapes et on proposait de le faire soit avec du texte, soit avec des schémas, voire pourquoi pas les deux. On nous donnait 2 indications. Donc, comprimés de vitamine C trop gros pour être introduits dans la fiole jaugée directement et les comprimés effervescents se dissolvent en produisant de petites bulles de gaz lorsqu'ils sont mis dans l'eau. Et on avait comme matériel une piscette d'eau minérale, un entonnoir, un agitateur en verre, un mortier, un pilon, une fiole jaugée d'1 litre avec un bouchon, un bécher de 250 ml et des comprimés de vitamine C. Donc là, il y avait plusieurs réponses possibles. Celle que je vais vous proposer, c'est la méthode de dissolution la plus couramment utilisée.
Donc la première étape consistait à broyer les 4 comprimés de vitamine C à l'aide du mortier et du pilon. Alors cette étape-là, on l'amenait tout simplement parce que les comprimés étaient trop gros pour être introduits directement dans la fiole jaugée. Ensuite, on verse le broyat dans la fiole jaugée de 1 litre à l'aide de l'entonnoir et on rince avec de l'eau. Dans mon protocole, je mets de l'eau distillée et je précise pourquoi. Tout simplement parce que si le protocole était rigoureux, il faudrait de l'eau distillée. Mais comme on n'en propose pas, on prendra l'eau minérale qui est proposée dans la liste du matériel. Donc on rince bien le mortier, le pilon et l'entonnoir. Et on met toute l'eau de rinçage dans la fiole jaugée. On ne jette pas l'eau de rinçage puisqu'elle va contenir une partie de la vitamine C. Donc ensuite, on remplit aux 3/4 la fiole jaugée avec de l'eau, on bouche la fiole et on agite. Alors cette étape, au passage, devrait permettre de bien dissoudre toute la vitamine C. Alors, je préciserai pour vraiment être complet que comme la vitamine C a une action effervescente, il ne faudra pas oublier de dégazer régulièrement, c'est-à-dire d'agiter un petit peu, d'enlever le bouchon pour que le gaz s'en aille, ensuite de réagiter et ainsi de suite. Donc ça c'est ce qui est préconisé dans toute agitation, de ne pas maintenir fermé en permanence, sinon le bouchon il va partir d'un coup, surtout dans le cas présent. Donc, normalement, après cette phase d'agitation, la vitamine C entièrement dissoute, il ne devrait plus y avoir de bulles de gaz, et du coup on pourra compléter la fiole jusqu'au trait de jauge avec de l'eau. On fait attention, la base du ménisque doit être sur le trait de jauge, comme indiqué avec le petit schéma ici. Enfin, on termine, on bouche la fiole et on agite à nouveau, pour être bien sûr que la solution soit homogène. Donc dans cette proposition de réponse, je n'utilise pas le bécher, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'intérêt à l'utiliser, et que plus on utilise d'éléments, plus il va falloir rincer ces éléments. Il y avait d'autres possibilités, d'autres réponses qui étaient acceptées. L'essentiel c'était de bien prendre en compte tous les éléments qu'on donnait, et toutes les indications qui étaient mises dans les données. Donc bien faire attention au fait que les comprimés étaient trop gros pour être introduits directement dans la fiole jaugée et que il y avait production de petites bulles de gaz lorsqu'ils sont mis dans l'eau, donc il fallait faire attention au niveau de l'agitation, surtout pas remplir directement au trait de jauge parce que sinon les petites bulles de gaz auraient créé des problèmes au niveau de l'exactitude de la mesure, donc bien s'assurer que tout soit bien dissous sans bulles de gaz quand on arrive au trait de jauge. Donc voilà pour ce sujet qui ne présentait pas de questions pièges. Les 2 questions de réflexion, mais tout le reste des questions c'était surtout de la lecture de documents. Même en arrivant sans avoir révisé, sans avoir beaucoup travaillé les sciences, il y avait quasiment tous les éléments dans le texte qui permettaient de répondre aux différentes questions. Donc si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à utiliser les commentaires de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a été utile, vous a plu, laissez un pouce bleu. Si vous ne voulez pas rater de vidéos sur la chaîne, abonnez-vous, comme ça je peux vous dire à bientôt.